Imaginez un instant posséder tout ce que l'argent peut acheter. Des demeures disséminées sur 3 continents, des bijoux dignes des plus grands rois, une flotte de yachts et un pouvoir absolu. Le monde est à vos pieds, jusqu'à ce que soudain, quelqu'un franchisse la porte du salon. Ce n'est ni le plus beau, ni le plus jeune homme de la pièce, mais son regard est magnétique, son sourire est unique, et sa voix, lorsqu'il prononce votre nom, a une intonation si particulière qu'elle semble faire disparaître le reste de l'univers. Cette nuit-là, vous vous endormirez en pensant à lui, et à peine une semaine plus tard, vous lui aurez offert un avion privé en cadeau. Bienvenue dans un voyage fascinant à travers la vie d'un homme qui a érigé son charme personnel en philosophie de vie et le luxe en obsession indomptable. Un nom qui, dans les années 40 et 50, faisait trembler de fascination et de scandale les salons les plus huppés de Paris, New York et Monte-Carlo. Une légende qui, des décennies après sa disparition, continue d'évoquer le glamour à l'état pur et un mystère absolu. Porfirio Rubirosa. Avant de nous plonger dans cette histoire passionnante, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains voyages à la découverte des secrets les mieux gardés de l'histoire. C'est parti. L'histoire de cette figure légendaire commence le 22 janvier 1909 à San Francisco de Macorís, ville vibrante, nichée dans la région du Cibao, en République dominicaine. C'est dans ce coin des Caraïbes que naquit le 3e enfant d'Anna Ariza Almanzar et du général Pedro María Rubirosa Rossi. Ce dernier était un officier de carrière, d'origine catalane par son père, un immigrant arrivé directement de Tordera. Du côté de sa mère, le jeune Porfirio descendait directement de Juan Esteban Ariza, qui avait présidé le Conseil central de gouvernement dominicain en 1876. Dès sa naissance, cet enfant portait en lui 2 mondes, qui, à première vue, semblaient totalement incompatibles, la force sauvage des Caraïbes et le raffinement absolu de l'Europe cultivée. Tout au long de son existence, son plus grand défi serait précisément d'habiter ces 2 univers simultanément, de les fusionner en une identité unique. Il est important de comprendre que les Caraïbes de cette époque étaient bien loin du paradis balnéaire idyllique que nous connaissons aujourd'hui. C'était un territoire profondément turbulent, constamment en proie à une pauvreté structurelle, une instabilité politique chronique et une influence américaine grandissante qui commençait déjà à exercer une force écrasante sur l'économie et la souveraineté locale. La République dominicaine avait été témoin du défilé incessant de dictateurs, d'interventions militaires étrangères et de révolutions internes, avec la même résignation que celle avec laquelle on contemple le passage des nuages dans le ciel. Naître dans un tel contexte de précarité et finir ses jours à siroter du champagne français dans les salons de l'hôtel Ritz à Paris, entouré des femmes les plus désirables et les plus riches de la planète, n'était en aucun cas le destin que la logique de l'époque réservait à un dominicain de la classe moyenne, aussi distingué fût sa lignée. Pourtant, Porfirio Rubirosa n'a jamais accepté de se soumettre aux règles restrictives d'un destin ordinaire. Il possédait le talent inné, non seulement de les défier, mais de les réécrire entièrement à son avantage. Le tournant de sa jeunesse fut dû à son père, le général Pedro, qui eut la chance, ou le talent stratégique, de gravir rapidement les échelons diplomatiques de la nation caribéenne. Après une mission sur l'île de Saint-Thomas, le général fut nommé chef de l'ambassade dominicaine à Paris en 1915. Porfirio avait à peine 6 ans lorsque sa famille fit ses valises, quitta la chaleur tropicale et entreprit un long voyage vers le vieux continent. Ce garçon, qui avait ouvert les yeux pour la première fois dans la chaleur humide du Cibao, les rouvrirait au milieu des boulevards imposants et illuminés de la ville lumière, entouré de dames élégantes, coiffées de chapeaux à plumes et de messieurs en redingotes impeccables, discutant politique aux terrasses des cafés parisiens. Ce contraste saisissant, cette transition brutale d'un environnement rural tumultueux au summum du raffinement occidental, allait définitivement façonner son caractère et ses aspirations pour le restant de ses jours. Le Paris de la 2e décennie du XXe siècle était une ville euphorique, un véritable épicentre, où l'art d'avant-garde, la haute couture, la philosophie existentielle et le culte du plaisir se côtoyaient dans les rues avec une intensité inégalée. Rubirosa grandit en s'imprégnant avidement de cette atmosphère chargée de stimuli intellectuels et sensoriels.
Il apprit les langues étrangères avec une facilité déconcertante, comme on assimile une mélodie populaire, perfectionna ses manières lors de réceptions mondaines où la finesse de la conversation avait autant de poids que le nom de famille, et comprit très tôt que dans certains cercles du pouvoir, le style personnel n'est pas un simple luxe superficiel, mais une véritable clé permettant d'ouvrir toutes les portes. Paris enseigna à Porfirio une leçon fondamentale qu'aucune école des Caraïbes n'aurait pu lui transmettre. La véritable séduction est un art méticuleusement cultivé par l'observation et la discipline, et jamais un don inné. Durant son enfance et son adolescence en France, le jeune dominicain perfectionna son art de fréquenter avec une aisance absolue les cercles les plus raffinés de l'aristocratie, apprenant à déchiffrer avec une précision chirurgicale les codes non écrits qui traçaient une ligne invisible entre ceux qui appartenaient légitimement à ces cercles et ceux qui ne faisaient que les traverser. Il passait des heures à observer attentivement les moindres détails. La manière exacte dont les hommes les plus distingués allumaient élégamment leurs cigarettes, la façon impeccable dont ils saluaient les dames d'une légère révérence, ou comment une pause calculée au moment précis d'une conversation animée pouvait exprimer bien plus d'autorité et d'intérêt que 10 phrases débitées à la hâte. Pour lui, chaque petit détail du quotidien représentait une leçon théorique et pratique précieuse, et il devint rapidement l'élève le plus assidu et le plus observateur que l'on puisse imaginer dans les salons de la haute société européenne. Cependant, cette période dorée de son enfance parisienne prit fin brutalement et de façon inattendue. Lorsque le général Pedro Rubirosa acheva officiellement sa mission diplomatique en Europe, la famille fut contrainte de refaire ses valises et de retourner en République dominicaine. Porfirio dut alors affronter une réadaptation extrêmement douloureuse à un environnement social et culturel radicalement différent de celui qu'il avait appris à préférer et à désirer. Soudain, la chaleur étouffante, le rythme de vie beaucoup plus lent, la vie provinciale paisible et l'absence totale de l'effervescence cosmopolite qui émanait de Paris à chaque coin de rue le submergèrent. Toutes ces réalités locales se heurtèrent violemment à l'état d'esprit d'un adolescent revenu aux Caraïbes, la tête pleine de boulevards, de cercles littéraires et d'une vision du monde infiniment plus vaste. Loin de se résigner ou de s'enliser dans la monotonie de la vie provinciale, Porfirio prit une décision qui allait bouleverser sa jeunesse, devenir le spectacle vivant qui lui manquait tant au quotidien. De retour à Saint-Domingue, il entreprit de façonner et de cultiver son image publique avec une discipline de fer, presque militaire. Il se consacra à la pratique intensive du sport avec une ferveur inébranlable, commençant par le polo, qui devint rapidement sa grande passion aristocratique, puis s'essayant à la boxe pour développer son tempérament et son endurance, et montrant déjà un certain talent pour le sport automobile, discipline qui, au fil des ans, deviendrait l'une de ses passions les plus viscérales et les plus risquées. Il avait appris à danser avec une grâce innée et magnétique, un rythme qui faisait oublier aux femmes qui l'accompagnaient sur la piste de danse où elles allaient et l'heure qu'il était, et à rire de ce rire insouciant si caractéristique qui laissait transparaître au monde entier que cet homme ne nourrissait ni peur ni insécurité. C'était un jeune homme qui irradiait une qualité insaisissable, quelque chose d'extrêmement difficile à définir précisément, mais qu'il était absolument impossible pour son entourage d'ignorer. Ce mélange étrange et fascinant de nonchalance authentique et de présence absolue, que le monde anglophone appelle charisme pur, et qui, dans la chaleur des Caraïbes, se perçoit instantanément, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des termes académiques. C'est précisément au sein de ce milieu social provincial, et pourtant si prétentieux, que Porfirio commença à intérioriser une vérité fondamentale qui allait définir et régir le reste de son existence. Il comprit avec une clarté absolue que, dans ce monde exclusif auquel il aspirait à appartenir de droit, les portes vraiment importantes ne s'ouvrent jamais d'un trait de plume, ni grâce à un héritage, mais plutôt grâce à un charisme indéniable qui incite les autres à les ouvrir en grand. Et s'il y avait, à ce moment précis de l'histoire, un homme sur l'île capable d'ouvrir ou de défoncer toutes les portes du pays d'un simple geste, c'était sans aucun doute le général Rafael Leonidas Trujillo Molina, le dictateur redouté qui allait régner sur la République dominicaine d'une main de fer et d'une poigne implacable pendant plus de 3 décennies. Rafael Trujillo,
analysé sous de multiples angles, était le reflet déformé et sombre de ce que Rubirosa rêvait de devenir au sommet du pouvoir. Tous deux partageaient des origines extrêmement modestes, qu'ils avaient dû s'arracher par pure ambition. Tous deux avaient intuitivement compris comment utiliser leur charme, leur ruse et leur manipulation pour une ascension sociale fulgurante. Et tous deux vouaient une véritable admiration aux femmes sublimes, aux voitures de sport de luxe et à l'exercice du pouvoir sous toutes ses formes. La principale différence méthodologique entre eux résidait dans le fait que le dictateur Trujillo s'emparait toujours de tout ce qu'il désirait par la force brute, tandis que Rubirosa privilégiait une intelligence subtile, préférant qu'on le lui offre sur un plateau d'argent. Cette divergence tactique initiale ne constitua nullement un obstacle. Au contraire, elle leur permit de se reconnaître immédiatement comme des alliés naturels dans l'arène impitoyable des ambitions politiques et internationales de haut niveau. La rencontre décisive qui allait lier le destin de Porfirio Rubirosa aux plus hautes sphères du pouvoir dominicain se concrétisa par l'intermédiaire de Flor de Oro Trujillo, la fille aînée du dictateur. Jeune femme d'une beauté éblouissante et exotique, elle avait grandi prisonnière du luxe artificiel et de l'atmosphère de paranoïa permanente qui imprégnait le régime de son père. Porfirio la rencontra lors d'une des réceptions mondaines huppées de la capitale dominicaine, et entre eux, une étincelle magnétique jaillit instantanément. Une étincelle qui ne demande ni permission ni raison. Ils tombèrent amoureux avec la fougue de la jeunesse, ou du moins vécurent une passion qui, aux yeux du monde, prit toutes les formes de l'amour le plus intense, à ce stade de la vie où l'on n'a pas encore appris à mesurer les conséquences de ses actes. Ils se marièrent en 1932. Porfirio avait 23 ans, tandis que Flor de Oro en avait à peine 17. Dès cet instant précis, la vie de Rubirosa cessa de suivre le cours ordinaire d'un jeune homme prometteur de province et se transforma entièrement en un roman d'aventure internationale. Épouser la fille de l'homme fort du pays n'était pas simplement officialiser une relation amoureuse. C'était une entrée directe et privilégiée dans le cercle du pouvoir le plus sophistiqué, le plus secret et le plus dangereux de toutes les Caraïbes. Du jour au lendemain, Rubirosa subit une métamorphose radicale, passant d'un beau jeune homme issu d'une bonne famille à un membre actif du cercle restreint de celui qui décidait qui vivait et qui mourait sous le soleil dominicain. Les avantages d'une telle union se concrétisèrent rapidement par des nominations diplomatiques stratégiques, un accès direct aux fonds publics les plus importants et, surtout pour ses ambitions personnelles, une solide légitimité internationale. Dans les cercles diplomatiques européens, nul besoin de s'interroger sur l'origine exacte de l'argent ou des nominations lorsqu'on voyait un homme à l'allure impeccable, d'une élégance naturelle débordante, arriver en voiture officielle aux ambassades les plus prestigieuses du vieux continent. Cependant, vivre avec une femme aussi déterminée et imprévisible que Flor de Oro engendra rapidement de profondes turbulences dans leur quotidien. Rubirosa se montra dès le départ incapable de se conformer aux strictes normes de fidélité qu'exige tout mariage conventionnel, et Flor de Oro, bien que passionnée et au tempérament fougueux, n'était pas disposée à tolérer les infidélités répétées de son mari avec la passivité soumise d'une sainte. Leurs violentes disputes conjugales devinrent rapidement légendaires dans les cercles diplomatiques internationaux, ponctués de scènes de jalousie féroce et de réconciliation tout aussi intenses, dont on parlait à voix basse parmi les ambassadeurs, les attachés culturels et les secrétaires d'ambassade. Cette union tumultueuse ne dura que quelques années avant de s'effondrer définitivement. Mais le divorce n'affaiblit pas Rubirosa. Au contraire, il lui conféra un capital social inestimable, un réseau immense de contacts de haut niveau, une position cosmopolite incontestable et une réputation de séducteur irrésistible qu'aucune séparation légale ne put effacer de la mémoire collective. Après la séparation officielle de Flor de Oro, tout autre homme dans la situation de Rubirosa aurait inévitablement perdu les faveurs du régime. Cesser d'être le gendre du dictateur redouté aurait facilement pu signifier un exil forcé, la ruine financière ou un destin tragique dans le contexte politique caribéen tumultueux. Cependant, Rafael Trujillo, connu pour son pragmatisme exacerbé frôlant la cruauté, comprit rapidement qu'un homme du calibre de Rubirosa, charismatique, polyglotte, charmant et doté d'un talent inné pour évoluer dans les cercles les plus exigeants d'Europe,
était un atout stratégique trop précieux pour être simplement écarté ou éliminé. Au lieu de le marginaliser, Trujillo décida de le maintenir fermement dans sa sphère d'influence, faisant de lui un acteur clé et extrêmement polyvalent de sa diplomatie internationale. Ainsi, Porfirio fut officiellement nommé pour exercer des fonctions de représentation dans diverses capitales européennes, inaugurant une ère où sa figure élégante pourrait évoluer en toute impunité et liberté à travers les scénarios les plus complexes du monde, à la veille d'une nouvelle confluence historique mondiale. Les affectations diplomatiques, confiées par le régime, entraînèrent rapidement Porfirio Rubirosa à travers une Europe turbulente et en perpétuelle mutation, lui conférant l'étrange liberté d'un homme sans attache réelle, ni profonde loyauté idéologique. Berlin, Rome, Paris, brièvement reconquises, et Vichy, durant les années les plus sombres et les plus complexes de la Seconde Guerre mondiale, devinrent son terrain de prédilection. Dans chacune de ces métropoles, Rubirosa fit preuve d'une étonnante capacité à s'infiltrer sans effort dans les cercles influents, à fréquenter les restaurants huppés où se prenaient les décisions politiques les plus importantes, et à tisser un réseau d'amitiés internationales capable de franchir les frontières idéologiques les plus impénétrables, avec une aisance qui déconcertait ses supérieurs dans les Caraïbes. Il était l'incarnation même du caméléon social, l'homme capable de dîner un soir avec un diplomate allié et de prendre un café le lendemain matin, en toute décontraction, avec un haut fonctionnaire du camp adverse, les convainquant tous deux qu'il était, avant tout, un ami fidèle. Durant cette période dramatique de conflagration mondiale, sa vie affective intense continua de se dérouler au même rythme effréné que ses missions diplomatiques, les deux sphères s'entremêlant d'une manière si audacieuse qu'elle aurait fait rougir même le comité d'éthique le plus prudent. Mais Rubirosa n'a jamais vécu selon les paramètres de la morale conventionnelle. Son existence était consacrée à l'instant présent, à la sensation enivrante que chaque jour était la scène culminante d'un film dont le seul et authentique protagoniste était lui-même. La Seconde Guerre mondiale a transformé le vieux continent d'une manière indélébile. Pour Rubirosa, qui a parcouru ce continent en flammes avec l'insouciance, à la fois apparente et insultante, d'un touriste de luxe, la guerre n'était qu'une toile de fond dramatique et théâtrale, accentuant le contraste brutal entre la dévastation collective subie par des millions d'êtres humains et son existence personnelle, couronnée de luxe et de privilèges. Tandis que des armées entières s'affrontaient sur les fronts et que les grandes villes européennes succombaient aux bombardements aériens incessants, il s'arrêtait méticuleusement devant le miroir d'un hôtel de luxe pour parfaire le nœud de sa cravate en soie avant un rendez-vous clandestin ou une réception privée. Cela ne signifie nullement que le playboy dominicain soit resté totalement insensible ou inconscient de l'horreur généralisée de la guerre. L'occupation allemande de Paris, ville qu'il considérait avec une dévotion absolue comme sa véritable seconde patrie spirituelle, le frappa profondément. Nombre de ses amis les plus proches, au sein de la haute société parisienne, furent confrontés à des dilemmes tragiques. Certains choisirent de collaborer avec les envahisseurs pour préserver leurs privilèges, d'autres rejoignirent la résistance dans le plus grand silence, et beaucoup d'autres encore disparurent sans laisser de traces dans les camps de concentration ou les caves de la Gestapo. Rubirosa traversa cette période de terreur et d'incertitude avec la maîtrise innée de celui qui avait appris dès son plus jeune âge que la véritable survie sociale, au plus haut niveau, exigeait d'éviter tout engagement excessif et de ne pas exprimer d'opinion catégorique sur quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre soi. C'est précisément durant ces années tumultueuses et sombres que la figure mythique, dont l'histoire se souviendra plus tard, avec un mélange de fascination et de suspicion, commença à se dessiner avec une clarté absolue. L'archétype même du séducteur latin international, un homme que l'immense richesse d'autrui n'intimidait nullement, mais sur lequel elle exerçait au contraire une force d'attraction irrésistible, telle la lumière qui attire les papillons de nuit dans l'obscurité. C'est également durant cette période qu'il consolida ses relations avec des femmes extraordinaires, qui allaient finalement cimenter la légende dorée qui l'entoure encore aujourd'hui. Car s'il est essentiel de comprendre une chose concernant la psychologie de Porfirio Rubirosa, c'est que ces idylles notoires avec des femmes fortunées n'ont jamais été de simples transactions commerciales froidement calculées. Il possédait une réelle capacité à offrir une affection sincère, à accorder une attention absolue et exclusive à sa partenaire du moment,
faisant de chacune d'elles, le temps d'une idylle, le centre absolu de l'univers. Ce talent naturel rare, associé à une présence physique imposante et à une absence totale de complexe ou d'inhibition morale, formait un cocktail explosif auquel très peu de femmes de la haute société parvenaient à rester indifférentes. Le véritable et définitif passage de Rubirosa dans le cercle très fermé du luxe international s'est fait avec son second mariage, même si qualifier un événement aussi historique de simple mariage serait presque insulter son importance capitale dans les annales de l'histoire sociale. En 1945, une fois sa relation avec la fille du dictateur dominicain définitivement terminée, Porfirio rencontra Danielle Darieux, l'une des actrices les plus célèbres, les plus acclamées et les plus éblouissantes de France. Une star de cinéma dont la beauté naturelle obligeait les cinéastes de l'époque à déployer une habileté technique extraordinaire pour la capturer fidèlement à l'écran. Bien que la célèbre actrice ne possédât pas une fortune de plusieurs millions de dollars, au sens strict du terme, elle représentait quelque chose de bien plus précieux et difficile à obtenir dans le milieu où Rubirosa évoluait avec une telle aisance, le statut d'icône culturelle absolue. Être associé à une figure d'une telle envergure revenait à figurer en permanence à la une de tous les journaux influents du monde occidental, à être instantanément reconnu dans chaque opéra, chaque avant-première de film et chaque événement caritatif où les flashs des photographes immortalisaient la crème de l'aristocratie et des intellectuels européens. Pour un diplomate caribéen qui avait passé des années à se forger une réputation dans les cercles dorés de la haute société, côtoyer Danielle Darieux équivalait à s'assurer une publicité permanente dans l'annuaire suprême de la haute société internationale. Malgré les inévitables interrogations quant à la nature de ses motivations, la relation entre la star française et le diplomate dominicain fut empreinte d'une véritable passion à ses débuts. L'actrice elle-même le décrivit publiquement à plusieurs reprises comme l'homme le plus fascinant et complexe qu'elle ait jamais rencontré, soulignant son étonnante capacité intellectuelle à passer sans effort de la grande littérature aux tactiques sportives les plus exigeantes, ou à charmer une ambassadrice de carrière et une modeste couturière avec la même désinvolture. L'actrice, qui avait vécu des expériences extrêmement traumatisantes durant l'occupation allemande, trouva dans le tempérament vitaliste de Rubirosa une énergie magnétique qui la réintégra dans le monde avec un enthousiasme renouvelé. Ils se marièrent, parcoururent l'Europe sous les regards admiratifs et firent la une des magazines les plus prestigieux de l'époque. Cependant, le caractère troublant de Porfirio rendit toute tentative de retenue impossible. Son incapacité à rester immobile, tant géographiquement qu'émotionnellement, finit par miner les fondements de leur relation. Grâce à sa perspicacité, Danielle aperçut la vérité avant que les dégâts émotionnels ne deviennent irréversibles, clôturant ainsi un chapitre qui a laissé un héritage de respect mutuel. S'il était un nom destiné à sculpter définitivement la légende mythique de Porfirio Rubirosa, dans l'imaginaire collectif comme l'amant suprême des riches héritières, ce nom n'appartenait à aucune actrice de cinéma européenne, ni à aucun aristocrate du vieux continent. Ce nom était, sans aucun doute, Doris Duquette. Le prononcer en se penchant sur la biographie du diplomate dominicain revient à ouvrir une porte interdite qui mène directement au cœur même de ce que signifiait la richesse extrême, excessive et inaccessible tout au long du XXe siècle. Au moment précis où son chemin croisa celui de Rubirosa, Doris Duke détenait le titre incontesté de femme la plus riche du monde. Seule et légitime héritière de l'immense fortune amassée par l'industrie du tabac grâce à son père, James Buchanan Duke, elle avait grandi, dès sa plus tendre enfance, entourée d'un luxe si obscène et excessif que la presse américaine la surnomma, très tôt, la fille la plus riche d'Amérique. À l'âge adulte, sa fortune personnelle se calculait en chiffres si astronomiques qu'ils en étaient presque inconcevables pour le commun des mortels qui n'avaient pas eu le privilège d'entrevoir l'immensité de cette richesse illimitée. Elle possédait des demeures monumentales, nichées dans des paradis tropicaux, des collections d'art privées d'une valeur inestimable, des chevaux de course pur sang, des yachts de plaisance comparables à des paquebots, des fondations philanthropiques et tout ce que le pouvoir d'achat le plus extravagant pouvait acquérir, sans compter une infinité de caprices que la logique ordinaire jugeait inaccessibles. Cependant, l'immense fortune de Doris s'accompagnait d'une malédiction invisible, une solitude profonde et désespérée.
L'extrême richesse engendre toujours ce macabre paradoxe existentiel, car elle tend à entourer son détenteur d'une multitude de personnes intéressées, rendant pratiquement impossible de discerner qui l'approche par affection sincère et qui est uniquement motivé par le calcul financier. Chaque amitié pouvait dissimuler un opportuniste, chaque prétendant avait un prix caché, et chaque sourire bienveillant menaçait de masquer une froide stratégie financière. Cette profonde méfiance, cultivée pendant des décennies de harcèlement médiatique incessant par des chasseurs de talents professionnels, avait transformé Doris Duke en une femme captive de ses émotions, profondément vulnérable et perpétuellement sur la défensive. Le destin réunit Rubirosa et elle à Paris, dans l'un de ces lieux sélects, cosmopolites et d'un luxe discret, où se côtoie l'élite internationale sans avoir besoin de s'étendre sur ses origines ou ses comptes en banque. Et puis, comme toujours dès que Porfirio entrait en scène, l'atmosphère changea du tout au tout, non par des effets théâtraux ou des gestes grandiloquents, mais par une présence magnétique et subtile. Soudain, Doris Duke, une femme qui avait tout vu et qui pensait connaître par cœur le profil de chaque homme influent du monde occidental, fut complètement subjuguée par ce bel homme à la peau sombre, au sourire serein et au regard qui semblait toujours receler le secret d'un jeu amusant et exclusif. La romance qui s'ensuivit entre l'héritière du tabac et le playboy caribéen devint immédiatement l'événement le plus commenté de la presse à scandale européenne de l'après-guerre. Il ne s'agissait pas d'une simple idylle, l'alchimie explosive de leur personnalité était si captivante et digne d'un film que le monde entier restait scotché à l'histoire. La femme la plus riche du monde et le séducteur le plus convoité et le plus célèbre de l'époque se promenaient ensemble dans les lieux les plus huppés. Les salons privés des casinos de Monte-Carlo, les terrasses les plus prisées de la Côte d'Azur et les loges des opéras les plus prestigieux de Milan et de Vienne. Ce que la plupart des observateurs extérieurs préféraient ignorer, c'était la fascinante dynamique interne qui régissait cette relation. Loin de se comporter comme le prétendant soumis typique, désireux de satisfaire le moindre caprice de son protecteur pour assurer son avenir financier, Rubirosa affichait toujours une aisance déconcertante. Il ne mendiait aucune faveur et n'adaptait pas ses opinions à ce qu'il supposait que Doris voulait entendre. Il agissait simplement, guidé par cette nonchalance authentique, aussi déconcertante que magnétique, précisément parce qu'il est impossible de la feindre de manière convaincante sur la durée. Curieusement, c'était Doris elle-même qui recherchait désespérément sa compagnie, qui l'appelait avec anxiété lorsqu'il était absent et qui organisait minutieusement voyages et fêtes selon les goûts de Porfirio. Ce déséquilibre apparent était en réalité le secret de la fascination des Dominicains pour les femmes les plus riches du monde. Habituées à voir l'univers entier graviter autour de leur chéquier, elles rencontraient pour la première fois un homme qui semblait véritablement indifférent à l'argent, capable de savourer le luxe avec une élégance absolue, mais sans la moindre trace de gratitude servile. Ils se marièrent en 1947, scellant une union brève, mais aux conséquences légendaires pour la consolidation définitive du mythe mondial de Porfirio Rubirosa. Après son divorce avec Doris Duke, Porfirio Rubirosa adopta définitivement le style de vie raffiné et singulier qui allait l'immortaliser dans les annales mondaines du XXe siècle. Son principal point d'ancrage demeurait Paris, où il louait un élégant appartement dans le très chic 16e arrondissement et passait ses loisirs à fréquenter les cafés animés du quartier de Saint-Germain-des-Prés, se mêlant avec aisance aux peintres d'avant-garde, aux écrivains reconnus et aux musiciens de jazz qu'il admirait profondément. Ces nuits étaient rythmées par des verres de whisky écossais, d'interminables conversations sur la condition humaine et des mélodies improvisées par des saxophonistes exilés qui jouaient jusqu'à l'aube. Cependant, sa vie ne se résumait pas au champagne et au gala. Elle comprenait aussi de longs voyages en voiture de sport sur les routes de Provence et des séances d'entraînement physique rigoureuses qui repoussaient ses limites. Pour Rubirosa, le sport n'était jamais un simple passe-temps superficiel, mais une nécessité vitale et une affirmation de ses principes. Le polo de haut niveau devint sa scène prestigieuse et aristocratique, une discipline qu'il pratiquait avec une élégante agressivité, démontrant que sous ses costumes en cachemire onéreux se cachait un athlète à la volonté de faire et aux réflexes incorruptibles. Parallèlement, la course automobile représentait sa passion la plus viscérale et sincère.
Piloter des voitures de marques légendaires comme Ferrari ou Maserati sur les circuits les plus exigeants du continent, notamment sa participation au mythique 24 heures du Mans, lui procurait cet état de concentration absolue où les conventions sociales et les masques publics disparaissaient. Il avait besoin du danger physique réel, de cette fine frontière avec la mort qui injectait une dose inépuisable d'adrénaline dans son système nerveux, conférant à chaque seconde une intensité magnétique et inégalée. Pendant ce temps, dans une sphère plus sombre et silencieuse, la République dominicaine continuait de jouer le rôle d'un point d'ancrage invisible, jamais totalement détaché du cours de sa vie. Le dictateur Rafael Trujillo s'accrochait désespérément au pouvoir, régnant d'une main de plus en plus sanguinaire et paranoïaque. Et sa relation complexe avec son ancien gendre était structurée par une danse diplomatique fondée sur l'utilité et la méfiance réciproque. Le régime avait besoin de la figure cosmopolite de Rubirosa comme vitrine internationale impeccable pour démontrer au monde la sophistication de son entourage, tandis que Porfirio lui-même utilisait la couverture diplomatique et le soutien ponctuel du gouvernement dominicain comme une bouée de sauvetage politique et économique pour ses aventures incessantes. Cette dépendance troublante avait un prix élevé que le playboy paya par un silence absolu, fermant les yeux et conservant un calme imperturbable face aux terribles atrocités commises par la dictature dans son pays. Cette dualité indissoluble a façonné sa véritable nature. Un homme plein de profondes contradictions, aussi généreux que calculateur, dont la biographie fascinante oscillait en permanence entre la lumière éblouissante des salons européens et les ombres implacables de la tyrannie caribéenne. L'année 1953 marqua sans aucun doute l'apogée de la légende Rubirosa, le moment précis où la réalité dépassa les limites de la fiction et toute logique conventionnelle. En cette année prodigieuse, le monde entier retint son souffle, car aucun chroniqueur mondain n'aurait osé imaginer un tel événement sans craindre de perdre toute crédibilité professionnelle. Porfirio Rubirosa, celui-là même qui, des années auparavant, avait partagé sa vie avec l'héritière incontestée de l'Empire du tabac, s'apprêtait à épouser Barbara Hutton. Héritière légendaire des grands magasins Woolworth, à la tête de l'une des fortunes les plus colossales et imposantes des États-Unis, sa richesse personnelle rivalisait avec celle de Doris Duke, bien que son histoire fût tragiquement marquée par la solitude, des problèmes de santé et une profonde fragilité émotionnelle que la presse à sensation exploita sans pitié sous le surnom cruel de fille la plus pauvre du monde. Le fait qu'un seul homme ait pu séduire et épouser successivement, en si peu de temps, les deux femmes les plus riches et les plus influentes de la planète a contraint les observateurs, mathématiciens et sociologues de l'époque à repenser entièrement les règles traditionnelles du charme, de la fortune et du destin. Loin de fournir des explications justifiées à la horde de journalistes qui le harcelaient sans relâche dans les paddocks des circuits automobiles ou les halls des grands hôtels, Rubirosa se contentait d'afficher son sourire énigmatique et irrésistible, répondant avec une simplicité absolue que son unique but sur Terre était d'apprendre à savourer pleinement la vie. Son mariage avec Barbara Hutton, célébré à New York à la fin de cette année-là, a fait la une de tous les journaux internationaux avec la même intensité que celle réservée aujourd'hui à un événement sportif mondial, couronné de cadeaux somptueux comprenant des millions de dollars en espèces, des flottes de voitures de sport et des propriétés de rêve. Loin d'être une simple transaction de convenance, ces premiers mois de mariage offrirent à la fragile héritière des aperçus d'une vitalité authentique qu'elle n'avait plus connue depuis des années, grâce au talent incomparable de Porfirio pour faire sentir à son entourage qu'il était exceptionnel. Bien que sa relation avec Barbara Hutton ait elle aussi fini par se terminer, l'impact culturel de cet épisode était déjà irréversible. Porfirio Rubirosa était devenu, par son propre mérite, le symbole absolu d'un âge d'or, un archétype universel où l'élégance innée, une passion débridée pour le risque et une maîtrise magistrale de la séduction se sont conjugués pour sculpter un mythe immortel qui continue de fasciner des générations entières. Si vous avez été captivé par cette incroyable histoire de luxe, de mystère et de séduction, nous vous invitons à abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains voyages à la découverte des secrets les plus énigmatiques de l'histoire. À bientôt.